Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier sincèrement Sabrina Roche et Joël Mottier de m'avoir invité à participer à votre congrès annuel pour vous parler d'un sujet qui, je pense, vous intéresse tous, puisqu'il s'agit à la fois l'implication syndicale et la carrière professionnelle. Alors, avant d'aborder réellement ce sujet-là, je voudrais, pardonnez-moi, mais me présenter en quelques mots, parce que je pense que c'est nécessaire de me situer socialement, si je puis dire, pour en fait accorder du crédit à ce que je vais vous raconter. Moi, je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférence à l'IAE, à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Caen, ce qui signifie concrètement que je ne suis mandaté par personne pour venir vous présenter les résultats d'un certain nombre de travaux de recherche que j'ai menés avec des collègues. Donc, à titre personnel, je n'ai pas de carte syndicale. Peut-être que c'est pas bien, je ne sais pas. Peut-être que je devrais, je ne sais pas. On a un BA ? Bon, là, je vous avoue que je tendais une perche un peu grosse. Donc, j'ai pas de carte syndicale, je ne suis pas non plus mandaté par un mouvement patronal, ni même par l'inspection du travail. Donc, moi, mon métier, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'ai une double mission. Alors, ça va peut-être encore vous faire réagir, mais j'ai une mission d'enseignement et j'enseigne à l'université uniquement la gestion des ressources humaines. Et à destination, pour la plupart de mon temps, à destination de cadres qui sont en formation continue, de cadres d'entreprise. Et puis, alors dans ce cadre-là, évidemment, je parle aussi, quand on m'accorde quelques heures pour le faire, des relations avec les IRP au sens large et les organisations syndicales plus particulièrement. Et puis j'ai une deuxième casquette qui m'occupe énormément, qui est celle de l'activité de recherche. Et moi, je travaille sur trois grandes thématiques. L'implication que vous avez ici. Je travaille aussi sur la population des salariés syndiqués, parce que parmi mes collègues gestionnaires en France, maîtres de conf en gestion, on est très très peu nombreux à s'intéresser à la population des salariés syndiqués, même si moi j'ai un petit peu de mal à comprendre comment on peut enseigner la gestion des ressources humaines sans à un moment ou à un autre se pencher sur cette question-là. Et puis la troisième thématique que j'aborde, alors c'est un autre sujet, je ne l'aborderai pas là, il faudra me réinviter, Sabrina, une autre fois si vous voulez, c'est sur le concept de bien-être au travail. Donc mes objectifs professionnels à moi, c'est de produire des travaux de recherche, de les publier dans des revues scientifiques et de les présenter généralement dans des congrès académiques. C'est la première fois que je viens dans un congrès syndical, pour ne rien vous cacher. Et je suis très étonné par le fait qu'on respecte les horaires dans un congrès syndical, ce qui n'est absolument pas le cas dans les congrès académiques, donc ce qui me déstabilise à certains endroits. Donc, bref, trêve de plaisanterie, tout ça pour vous dire que ce que je vais vous présenter, ce sont des résultats d'un certain nombre de travaux, mais sans parti pris, sans a priori. Je n'ai pas trafiqué les résultats. Ce que je vais vous présenter, c'est ce que finalement des traitements statistiques de réponses que des salariés syndiqués du privé m'ont transmis. Et donc, ils vont concerner cette thématique du degré de compatibilité ou d'incompatibilité entre l'implication syndicale et la carrière professionnelle. Et je me suis penché sur cette thématique-là, mais oui, ça fonctionne, c'est merveilleux. Je me suis penché sur cette thématique-là parce que, bien sûr, l'intérêt collectif, en fait, cohabite difficilement avec l'intérêt individuel. C'est-à-dire que si l'entreprise et son personnel peuvent assurément trouver un intérêt à ce qu'il y ait une représentation syndicale, à ce qu'il y ait un dialogue social de qualité dans l'entreprise, le salarié qui s'y engage, lui, à titre personnel, eh bien, prend des risques. Et il prend des risques notamment en termes de carrière professionnelle. Alors il prend des risques pour plusieurs raisons. D'abord parce que même si on n'est pas dans une organisation très contestataire, il y a un moment ou un autre, on va être amené à ne pas toujours partager le discours patronal, à parfois le nuancer, parfois s'y opposer. Ensuite, je discutais de ce point-là trop rapidement, malheureusement, ce midi avec l'un d'entre vous, mais prendre des risques aussi parce que les DRH, croyez-moi, j'en côtoie suffisamment, une fâcheuse confusion à confondre la personne en tant que salarié avec le mandat. C'est-à-dire la personne, mais dans son exercice du mandat, et quand il est dans son exercice du mandat, en fait, il ne défend pas foncièrement son point de vue, il défend le point de vue de tous les gens qu'il représente derrière. Et là, il y a souvent des confusions qui, évidemment, vont risquent de rejaillir sur la carrière professionnelle. Et puis, le troisième élément, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon universitaire,
qui va poser problème en termes de carrière, ce sont les invisibilités temporaires qui sont induites donc par les mandats, par les heures de délégation, et qui vont donc compliquer l'activité professionnelle, mais là j'enfonce des portes ouvertes quand je vous dis ça parce que c'est votre vécu, et aussi parfois les relations avec les supérieurs hiérarchiques. Et là il existe dans la littérature scientifique un certain nombre de travaux qui ont montré justement la pénalisation de la carrière à cause de ces invisibilités temporaires. Donc cette situation-là, elle risque en fait de placer le salarié syndiqué dans ce qu'on appelle un conflit de rôle, c'est-à-dire un conflit entre son rôle en termes de délégué syndical plutôt soucieux de progrès social, et puis de l'autre côté, eh bien son rôle de salarié, là je fais tout tomber, pardon, son rôle de salarié qui est également intéressé par sa carrière professionnelle. Et à titre personnel, je pense qu'il n'y a absolument rien d'honteux, qu'on soit syndicaliste ou non, d'avouer qu'on a aussi une volonté de faire une carrière professionnelle et de progresser donc professionnellement. Donc disons-le clairement, cette présomption de conflit, de rôle, elle n'est pas très attractive pour les quelques personnes qui pourraient être intéressées à rejoindre le syndicalisme. Et on comprend finalement intuitivement que si l'implication syndicale doit uniquement être vécue sur un mode sacrificiel, c'est-à-dire que si on doit dès le départ mettre une croix sur toute évolution professionnelle, je crains fort que le dialogue social dans les entreprises se complique tout simplement faute de combattants, parce qu'il va plus y avoir grand monde pour venir. Donc si on ne se préoccupe pas de ce sujet-là, eh bien on va avoir certainement, enfin vous allez avoir plutôt, un problème générationnel, un problème de renouvellement, et puis à terme, un problème aussi de représentativité au sens sociologique du terme de toute la population des salariés. Alors pendant très longtemps, la principale réponse qui a été apportée en termes d'attractivité syndicale, ça a été au travers d'incitations matérielles, symboliques, quelques avantages matériels, quelques heures de délégation, une protection légale. Bon, ça a été la principale réponse apportée, mais j'ai très franchement le sentiment que ça ne peut pas suffire. Pour attirer de nouvelles personnes au syndicalisme et pour renouveler finalement régulièrement, et on en a besoin dans le syndicalisme comme dans toutes les organisations, aussi pour renouveler régulièrement l'exécutif des structures syndicales. Et c'est important parce que quand on regarde les pyramides des âges des organisations syndicales, on le sait bien partout, pas seulement à la CFE-CGC, mais partout, elles sont plutôt déséquilibrées vers le haut. Donc sur ces bases-là, mon idée, elle a été double. Mon idée, elle a été d'abord de mesurer empiriquement la compatibilité entre trois formes d'implication. Donc l'implication dans le syndicat, l'implication dans l'entreprise, et puis l'implication dans la carrière professionnelle. Autrement dit, la question que j'ai posée, que je me suis posée d'abord, c'est de savoir si finalement, quand on s'impliquait dans une de ces trois cibles-là, est-ce qu'on renonçait dès le départ aux deux autres ou à l'une des deux autres, ou est-ce qu'il y avait des compatibilités possibles. Autrement dit, est-ce que c'est un jeu à somme nulle, là où je m'engage, et c'est tant pis pour le reste, ou bien est-ce qu'on peut faire un jeu à somme non nulle. Alors il y a eu quelques travaux de recherche qui ont été faits à l'étranger là-dessus, pour ne rien vous cacher, ils viennent quasiment tous des États-Unis, mais ils sont très difficiles à reprendre en état parce que le syndicalisme aux États-Unis est très très différent de celui qu'on connaît en France. Et donc en France, c'est un sujet qui n'a quasiment jamais été traité, on n'en savait pas grand-chose. Donc j'ai cherché à poser cette question-là, et puis ensuite, pardon, je me suis trompé dans mes animations, pardon. Ensuite, ma seconde idée, ça a été plus qualitativement d'aller rencontrer des salariés syndiqués pour ceux qui parviennent, s'il y en a, à concilier les trois, finalement savoir comment ils font, comment ils parviennent à réconcilier ces trois formes d'engagement. Alors, je vais vous présenter en quelques mots le petit sommaire que je vous propose de respecter dans les quelques minutes que vous avez la gentillesse de m'impartir. Je voudrais commencer par définir quelques concepts, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Pour ne rien vous cacher, je le disais tout de suite, autant j'ai été très très intéressé par ce qui s'est raconté ce matin et dans la première table ronde, je suis un petit peu, mais c'est un avis personnel, pardon, un peu resté sur ma faim sur la deuxième parce qu'il m'a semblé qu'il y avait de nombreux glissements sémantiques et qu'on mélangeait un peu tout là-dedans. Donc avant de mélanger un peu tout, je voudrais qu'on soit tous d'accord sur ce dont on va parler, et donc je vais, mais c'est peut-être un tropisme professionnel, je vais en passer par quelques petites définitions de concepts.
Ensuite, je ne vais pas vous embêter longtemps là-dessus, mais je ferai un petit détour aussi sur les moyens que j'ai utilisés pour obtenir les résultats que je vais vous présenter. J'ai entendu tout à l'heure que le ressenti des salariés, on ne pouvait pas le mesurer. Disons que je ne partage pas pleinement ce point de vue, ou qu'il pourrait peut-être être nuancé à certains égards. En même temps, je me dis que moi, dans mon métier, c'est qu'on ne fait pas bien notre job, qu'on ne vend pas bien non plus nos travaux de recherche, parce qu'on crée des outils pour ça, on crée des échelles de mesure. Donc, si j'entends un grand DRH, patron d'une grande entreprise dire ça, je me dis qu'on n'a pas été bon non plus pour faire notre propre pub. Donc, je vais quand même vous dire 2 petits mots sur la façon dont j'ai obtenu les résultats que je vais vous présenter dans une 3e partie. Et puis, j'essaierai avec vous de tracer quelques conclusions de tout cela. Et je serai, si vous le souhaitez, et si je ne vous ai pas fatigué avec tout ça, ouvert évidemment à toute discussion et à toute question sur le sujet. Donc commençons par là, commençons d'abord par essayer de définir de quoi on va parler ensemble. Alors, la notion de carrière, c'est une notion qui est faussement simple. Quand on gratte un peu, on se rend compte que ce terme-là est assez élastique. Donc on va se prendre ensemble, si vous le voulez bien, une définition assez basique, et un des pères des théories des carrières, qui est un américain d'ailleurs. Donc une suite d'activités professionnelles identifiables et spécifiques à chacun, donc dans laquelle un individu va s'inscrire au fil du temps. Et partant de là, on peut définir ce qui nous intéresse, enfin ce qui, je pense, vous intéresse plus particulièrement, c'est la notion même de succès de carrière. Et le succès de carrière, lui, il inclut 2 éléments. Il inclut à la fois les conséquences positives donc, de ces activités, mais aussi les réussites psychologiques qu'un individu va donc accumuler au fil de ses expériences. Donc oui, il y a 2 dimensions. Il y a d'abord ce qu'on appelle, nous, une dimension extrinsèque, une dimension objective, donc que l'on mesure, mais que l'on mesure au travers des augmentations de salaire obtenues, au travers des promotions hiérarchiques, donc je monte dans la hiérarchie. Et puis, de l'autre côté, on a donc une dimension intrinsèque, comme je vous le disais dans la définition, beaucoup plus subjective, qui tient donc à la satisfaction personnelle ressentie à l'égard donc de son parcours. Et là, on a de nombreux travaux qui montrent la nécessité de bien distinguer les deux. De bien distinguer les deux parce qu'on peut trouver plein d'illustrations à cela. Par exemple, vous pouvez très bien obtenir une promotion hiérarchique, mais que vous jugez insuffisante au regard, vous, de votre vécu, de ce que vous estimez, de l'image que vous avez de vous-même. Et donc, cette promotion hiérarchique, malgré objectivement son existence, peut très bien générer à côté une insatisfaction. Elle peut même générer un échec psychologique si, par exemple, elle se fait au détriment de la vie personnelle, de la vie privée. Et puis, alors ça, c'est dans la littérature ce que mes collègues appellent les malheureux gagnants, c'est-à-dire qu'ils gagnent objectivement, mais finalement, ils sont parfaitement insatisfaits. Et puis, vous avez aussi parfois des joyeux perdants, des gens qui, objectivement, n'ont franchement pas fait une très belle carrière, mais qui, finalement, expriment une satisfaction assez grande. Donc, quand on regarde l'évolution de nos entreprises, pardonnez-moi, il y a une petite araignée, excusez-moi, qui m'embêtait depuis tout à l'heure. Donc, quand on regarde l'évolution de nos entreprises, on s'aperçoit en fait que ce qui est très important, du fait de notre conjoncture, en termes de carrière, c'est beaucoup plus les dimensions intrinsèques qu'extrinsèques. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises connaissent des restrictions budgétaires, donc les augmentations de salaire, elles deviennent de plus en plus rares. Les structures hiérarchiques deviennent de plus en plus plates, donc des promotions sont plus difficiles hiérarchiques sont plus difficiles à obtenir. Donc, en matière de carrière, il y a un élément, en tout cas de notre point de vue, nous en gestion des ressources humaines, qui est fondamental, c'est ce degré de satisfaction, parce que c'est bien celui-là qui va gouverner les comportements au travail. Et ces succès de carrière, dans la littérature scientifique, ils sont définis, ils sont expliqués de deux manières au niveau théorique. D'abord en termes de jeu politique, c'est-à-dire que certains, ce que je vous présente là, c'est le modèle d'un type qui s'appelle Turner. Certains salariés seraient en fait choisis par une élite pour rejoindre en quelque sorte un club privé. Et donc ils seraient choisis en fonction de leur capital social. Ce qu'on appelle leur capital social, c'est-à-dire leur capacité à réseauter, leur origine sociale, leur carnet d'adresse. Et puis l'explication alternative, c'est celle qui est formulée en termes de compétition beaucoup plus ouverte et honnête. C'est-à-dire que ce qui déterminerait le succès de carrière, cette fois-ci, ça n'est plus le capital social, ça serait le capital humain. C'est-à-dire les efforts de formation que vous allez consentir,
la performance que vous allez réaliser au travail, votre talent personnel, vos comportements proactifs. Donc ça, ce sont les deux grandes explications qui traînent dans la théorie des carrières. Sauf que quand on les met à l'épreuve empiriquement sur le terrain, qu'on essaye de mesurer ça, pardon encore une fois, mais ça se mesure, quand on essaye de mesurer ça sur le terrain, on se rend compte concrètement que ces deux explications-là, elles tiennent très peu. C'est-à-dire l'explication en termes de capital humain ou capital social, elle donne empiriquement des résultats très faibles. On a rarement des corrélations, pour tout dire, pour ceux qui aiment bien les statistiques, qui dépassent les 0,25, ce qui signifie qu'il y a toute une partie de la carrière qui doit être expliquée par d'autres éléments que cela. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit en fait que j'allais chercher à expliquer, puisque ça ne fonctionne pas bien, cette explication-là, j'allais chercher à comprendre le phénomène de succès de carrière à l'aide d'une autre notion, qui est donc cette notion d'implication. Et ce concept d'implication, on peut le définir de la manière suivante. Donc je tiens à bien cerner ce concept-là pour qu'on ne parte pas dans tous les sens. C'est une attitude, en fait, qui traduit des sentiments d'attachement, des sentiments d'identification, de loyauté à une cible. Alors vous aurez compris qu'ensemble, on va s'attacher à 3 cibles pour aujourd'hui: l'implication dans l'entreprise, l'implication dans la carrière et l'implication dans le syndicat. Alors, ce qu'on sait sur ces implications, ça a été mesuré aussi, démontré statistiquement très fréquemment, c'est que l'implication dans l'entreprise, eh bien, ça se traduit par un faible absentéisme. La personne qui est très attachée à son entreprise va développer un faible absentéisme, une faible intention de départ, une propension à ce qu'on appelle les comportements extra-rôles, c'est-à-dire l'altruisme, la solidarité, la prévenance à l'égard des autres, bref, le coup de main que vous donnez à votre collègue de travail. Pour ce qui concerne l'implication syndicale, nombreux travaux aussi pour montrer que cette attitude-là est liée à la volonté de déployer des efforts au profit de l'organisation syndicale. Donc une participation à la vie de la section, à ses activités administratives, une présence régulière aux réunions, la diffusion d'informations, mais aussi le soutien moral apporté aux autres. Et puis, en dernier lieu, on a donc cette implication dans la carrière. Alors cette implication dans la carrière, elle traduit d'abord l'idée d'identification à une trajectoire professionnelle, l'idée que quand on est très impliqué dans sa carrière, on va aussi chercher à planifier son évolution professionnelle, et on va développer une résilience de carrière, c'est-à-dire une résistance aux difficultés d'évolution. Alors ces 3 cibles-là, quand je regarde les travaux scientifiques, dans l'immense majorité des cas, elles ont été étudiées indépendamment les unes des autres. Il y a juste une combinaison qui a été très fréquemment étudiée, et ça quasiment depuis les années 50, mais encore une fois majoritairement dans les pays anglo-saxons, c'est la combinaison entre l'implication dans l'entreprise et l'implication dans le syndicat. Et globalement, les résultats à l'étranger vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que les salariés, ça va vous faire plaisir ce que je vais vous dire là, mais c'est statistique, les salariés très engagés dans leur syndicat sont aussi majoritairement très attachés à leur entreprise. Ce qui signifie que quand on prend une carte syndicale, on augmente son implication dans le syndicat plutôt qu'on ne baisse son attachement à l'entreprise. Souvent, quelqu'un qui s'implique dans son syndicat, c'est parce qu'il est très intéressé justement par le fonctionnement de son entreprise. Alors c'est très bien tout ça, sauf qu'en France, on n'en savait rien. Ça n'avait pas été fait, et compte tenu des particularismes du syndicalisme français, ça méritait réflexion. Et à mon avis, ce qui méritait réflexion, c'est aussi d'essayer de voir la combinaison avec cette carrière professionnelle. Alors, comme on n'en savait rien, en fait, la combinaison des 3, il y a 2 grandes thèses qui s'opposent. Alors, on peut imaginer d'abord une première thèse, c'est une thèse de l'incompatibilité. Une thèse de l'incompatibilité entre ces 3 formes d'engagement, c'est-à-dire que si, grosso modo, si on s'engage syndicalement, on va, en France, mettre une croix, grosso modo, sur sa carrière. Alors, on mettrait une croix, pourquoi ? Alors ça, c'est le résultat d'un certain nombre de travaux plus qualitatifs que j'ai pu mener, d'un grand nombre d'entretiens. Mais on mettrait une croix sur sa carrière. Pourquoi ? Parce qu'on se met en difficulté avec toutes les personnes qui pourraient nous aider en termes de carrière. Alors certainement, l'autorité hiérarchique, qui ne voit pas toujours d'un très bon œil l'engagement syndical d'un de ses collaborateurs. Vous rajoutez à cela les heures de délégation. Bon, ça complique la relation à l'autorité hiérarchique.
Les collègues de travail, eux, quand ils voient arriver dans leur équipe de travail un salarié syndiqué, ils sont parfois pas toujours très très satisfaits. J'ai cru comprendre que l'article 55 de votre convention collective qui stipule, si j'ai bien compris, mais je vous avoue franchement que je l'ai appris ce matin, que lors de l'entretien professionnel, l'autorité hiérarchique devait trouver les moyens pour suppléer votre travail pendant vos absences du fait de votre engagement syndical n'était pas forcément très très bien respecté. Donc les collègues, ce qu'ils voient, eux, c'est que si y a un mandaté syndical dans l'équipe, il y a du travail qui va leur retomber sur le dos, donc ils sont bien contents de le trouver quand ils ont des problèmes, mais de l'autre côté, au quotidien, ils sont un peu réticents, donc il ne faut pas trop compter sur eux, à mon avis, pour essayer de progresser professionnellement. Bon, on ne va pas se voiler la face non plus entre nous. Les organisations syndicales sont des sociétés humaines comme toutes les organisations, il y a aussi des tensions internes. Et donc, les collègues syndiqués ne sont pas toujours non plus au rendez-vous pour essayer de nous aider. Et puis, alors je sais que ça a été largement débattu ce matin dans l'atelier, je trouve ça très intéressant et je vous avoue franchement que je n'y avais pas trop pensé et que j'aurais dû l'intégrer dans les... Mais ce sera peut-être la suite de mes travaux, j'en sais rien. C'est la famille. C'est la famille qui, mais là je ne vous apprends rien non plus, en vous disant que parfois elle déplore un manque de disponibilité, une prise de risque parfois jugée un petit peu inconsidérée. Et l'un d'entre vous, ce matin dans l'atelier, a dit moi la première vente que j'ai à faire, c'est de vendre le syndicalisme à ma propre famille. Ça veut bien dire que voilà, la famille, elle n'est pas toujours là non plus pour soutenir, malheureusement, quand on aurait besoin. Alors ça, c'est une thèse de l'incompatibilité, mais on peut très bien aussi imaginer une thèse de la compatibilité. Une thèse de la compatibilité, parce qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus loin si vous m'accordez quelques minutes, mais dans l'exercice syndical, c'est aussi l'exercice syndical une source d'enrichissement. On va acquérir de nouvelles compétences, on va développer certainement une meilleure connaissance de l'entreprise, de son mode de fonctionnement, des rouages économiques. On va s'enrichir d'expériences originales. On va aussi développer un réseau relationnel dense et donc tout ça pourrait aussi servir finalement dans le cadre de la carrière professionnelle. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai cherché à tester. Alors comment je l'ai fait ? Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, puisque peut-être que certains ont, c'est quasiment le tableau de nos amis comédiens tout à l'heure, c'est-à-dire absolument illisible. Ils sont cruels, je l'ai dit. Certains d'entre vous ont peut-être participé à mes enquêtes, mais j'ai travaillé, moi, à partir d'un échantillon de 1100 salariés syndiqués, avec un questionnaire qui a été diffusé sur Internet. Donc uniquement des salariés syndiqués du privé. Alors, comme vous le voyez, je vais essayer de faire marcher cet engin. Ça y est, il est là. Comme vous le voyez, j'ai une surreprésentation de mon échantillon, surreprésentation de cadres dans mon échantillon, mais surreprésentation, donc quasiment la moitié, mais attention, ça veut dire que l'autre moitié, ce ne sont pas des cadres syndiqués. C'est-à-dire que vous avez les autres confédérations qui sont présentes, donc les résultats que je vais vous présenter ne concernent, je suis désolé, pas uniquement la CFE-CGC, et évidemment pas uniquement les... Comment ? C'est l'encadrement, pardon. Je vous prie de m'excuser. C'est l'encadrement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'étude n'est pas entièrement dédiée aux inspecteurs d'assurance. Voilà, pour faire plus court. Alors, pour le reste, vous voyez, je pense que je suis à peu près représentatif, puisque j'ai majoritairement des gens qui sont sur la tranche 46-55 ans. Ils ont plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Majoritairement des hommes, mais je crois que c'est encore plus le cas ici. Et je ne l'ai pas mis dans le tableau parce que là, ça devenait absolument illisible, mais j'ai à peu près 63% des gens qui détiennent un mandat syndical. Et pour obtenir cet échantillon, parce que moi, c'est toujours ma grande lutte d'avoir des réponses à mes questionnaires pour que je puisse travailler, je suis passé par des responsables de fédérations qui ont accepté fort gentiment de relayer mon questionnaire. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je voudrais tout particulièrement remercier Régis Dos Santos, votre collègue de la Fédération des banques, qui m'a énormément aidé pour collecter ces résultats-là. Alors bien sûr, je garantissais l'anonymat le plus total dans les réponses et vous verrez que je ne vais pas citer un nom dans les résultats que je vais présenter, ce sont juste des statistiques. Alors j'ai rajouté à ces études quantitatives, comme je vous l'ai dit, une étude qualitative qui porte sur 32
32 salariés syndiqués pour essayer d'expliquer les résultats que j'ai obtenus quantitativement. Alors notre intervenant précédent nous a dit que ce n'était pas possible de mesurer le ressenti des salariés, j'en suis toujours parmi. Non, je suis méchant, pardon. Non, j'espère qu'il n'est pas là, sinon il va m'en vouloir. Il est parti, donc je peux y aller. Pardon. En fait, pour ne rien vous cacher, j'ai utilisé des échelles qui sont couramment utilisées au niveau scientifique. L'échelle d'Allen et Meyer pour mesurer l'implication dans l'entreprise, donc le degré d'attachement du salarié à l'entreprise. L'échelle de Gordon pour mesurer l'implication dans le syndicat. Et l'échelle de Carson et Béléan pour l'implication dans la carrière. Et évidemment, j'ai mis, en plus de tout ça, des échelles de succès de carrière. Alors, comme je m'en suis permis, je vais aller jusqu'au bout. Donc, en termes de traitement statistique, ce qu'on a fait, nous, c'est d'abord de vérifier que les thermomètres, c'est-à-dire nos échelles de mesure, fonctionnaient bien. Donc, on a fait des analyses confirmatoires pour être sûr qu'on pouvait bien mesurer. Ensuite, on a fait des classifications par modèle mixte, qui sont des algorithmes un peu complexes, pour identifier des profils. Et puis, que je vais vous présenter tout de suite. Ensuite, on a fait des régressions par type Logit pour essayer de caractériser les personnes qui appartiennent à ces profils. Et puis, on a fait des comparaisons de moyenne pour voir les succès de carrière, mais vous vous en moquez, et c'est pas grave. Donc, ce qui vous intéresse plus particulièrement, non mais je tenais à le dire parce qu'il paraît qu'on ne peut pas mesurer. Donc pourtant, je croyais que dans le monde de l'assurance, on mesurait beaucoup, il y avait beaucoup de reporting, tout ça, mais enfin bref, c'est comme ça. Ça y est, je me suis encore fait un ami, quelle horreur. Il faut que je prenne une carte syndicale rapidement pour qu'on puisse me défendre. Non, je blague. Donc, quelques résultats. Alors, puisque c'est ça que vous attendez en priorité. Donc, le premier résultat, donc il a cherché d'abord on a cherché à voir si les gens pouvaient être attachés aux 3 cibles. C'était le point de départ. Donc, vous avez les 3 cibles qui sont ici, là-haut. Non, il ne veut pas. Enfin bref, elles sont là. Vous avez implication dans l'entreprise, dans le syndicat et dans la carrière. Et en fait, grâce aux algorithmes qu'on a utilisés, ce n'est pas nous qui fixons le nombre, hein, c'est le traitement statistique qui les fait apparaître. On a fait apparaître ici, vous voyez, 8 profils distincts. Alors, je n'ai pas mis les chiffres pour que ça ne soit pas invivable. Hein, j'ai mis des plus et des moins pour signifier qu'il était beaucoup impliqué ou pas impliqué. Et vous avez ici les effectifs, le total faisant 1100. Donc le premier profil, on peut les décrire en 2 mots, ces profils. Le premier, ça regroupe des personnes qui disent elles-mêmes, c'est pas moi qui l'invente, hein, elles répondent au questionnaire, elles disent elles-mêmes être désimpliquées à l'égard des 3 cibles. Alors peut-être est-ce que ce sont des personnes, je ne sais pas moi, un peu désabusées ou surinvesties, pourquoi pas, hein, dans leur vie privée, j'en sais rien, je n'ai pas l'explication, mais vous voyez que j'ai 88 personnes qui sont notoirement peu impliquées dans les 3 cibles. Le deuxième profil, ce sont ceux... Même s'ils ont une carte syndicale, j'insiste là-dessus, il n'y a que des salariés syndiqués dans l'échantillon. Hein. Même s'ils ont une carte syndicale, ils sont uniquement impliqués dans leur carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont une carte syndicale, ils votent pour le syndicat, ils apportent une contribution financière via leur cotisation. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils cherchent une certaine forme d'assurance en cas de problème. Mais ils n'ont pas non plus un lien fort à l'égard de l'entreprise. Donc, ce qui signifie grosso modo que s'il y a une opportunité professionnelle en termes de carrière ailleurs, ils n'hésiteront pas à quitter. Et vous voyez que j'ai 46 personnes, c'est le profil en fait qui est le moins représenté dans l'échantillon. Le troisième, moi c'est celui que j'ai qualifié de militant, c'est-à-dire des gens qui disent être engagés uniquement dans leur syndicat. Donc c'est plutôt sur un mode sacrificiel, parce que là, la carrière, on a mis une croix dessus. L'attachement à l'entreprise, il s'est sacrément délité. Donc c'est des gens très dévoués à la cause, comme on dit. Hein. Mais c'est un profil, vous voyez, encore une fois, j'ai plusieurs organisations syndicales. C'est le deuxième en nombre. Hein. C'est le deuxième en nombre sur un échantillon de 2100. Le quatrième profil, ce sont des gens qui combinent l'implication dans le syndicat et dans la carrière. Par contre, le lien à l'entreprise, lui, c'est délité. Ils ne sont plus attachés, ils ne se reconnaissent plus ou pas dans leur entreprise. Alors peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein, mais peut-être que vous avez là des gens qui, puisqu'ils sont attachés à la fois à leur carrière et à leur syndicat, qui chercheraient à instrumentaliser le syndicat au profit de leur carrière professionnelle. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Le cinquième profil regroupe des personnes qui entretiennent un lien fort avec leur entreprise, mais qui n'ont pas réellement d'objectif de carrière.
Alors, peut-être qu'ils maintiennent une cotisation, mais là encore, ça n'est qu'une hypothèse, qui maintiennent une cotisation syndicale parce qu'ils reconnaissent l'intérêt même du principe de contre-pouvoir dans l'entreprise, d'une présence d'organisations syndicales. Ou bien une autre hypothèse, c'est parce que peut-être qu'ils sont dans une équipe de travail où tout le monde est syndiqué, ils auraient peut-être peur de se marginaliser, mais ce ne sont là encore une fois que des hypothèses. Le sixième, pour lequel je n'ai pas vraiment d'explication, sont des salariés syndiqués qui accordent autant d'importance à leur entreprise et leur carrière, mais pas à leur syndicat. Donc là, je me pose la question de cela, le sixième, pourquoi est-ce qu'ils ont pris réellement une carte syndicale s'ils disent y être aussi peu attachés. Et puis les deux derniers, donc le septième, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas le plus fréquent à l'étranger, ce sont les doublement impliqués, à la fois dans leur carrière et dans leur syndicat. Et vous voyez qu'ici, ils représentent tout de même 136 personnes sur l'échantillon, donc c'est quand même même si on est très très différent du syndicalisme anglo-saxon et notamment nord-américain, on a une présence forte des doubles engagés. Et le profil le plus représenté, vous me voyez venir, je vais vous le reconnaître à mon grand étonnement. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Mais encore une fois, je ne bidouille pas les résultats. Ce sont les gens qui sont attachés aux trois cibles en même temps. C'est-à-dire des personnes, salariés, du privé, qui sont engagés syndicalement, mais qui disent aussi être très fortement attachés à leur entreprise et aussi à leur carrière. Et vous avez là 35%, un peu plus d'un tiers de l'échantillon. Ils sont tous là. C'est la CFE-CGC. Eh bien, on va regarder tout à l'heure. On va regarder tout à l'heure si c'est le cas. Je crains fort d'avoir à vous décevoir. Bon, première conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que, comme à l'étranger, la cotisation syndicale renforce l'implication syndicale plutôt qu'elle ne diminue l'implication dans l'entreprise, puisque quand je fais les profils 7 et 8 qui sont attachés à la fois au syndicat et à l'entreprise, j'obtiens 48% de mon échantillon en fait. D'accord ? Donc en fait, en France aussi, quand on prend une carte syndicale, eh bien, au moins la moitié, en tout cas de mon échantillon, sont très attachés à l'entreprise, ce qui signifie que, contrairement à ce qu'on peut parfois croire dans le café du commerce quand on ne connaît pas bien le monde syndical, tous les syndicalistes ne sont pas là pour faire exploser leur entreprise. La deuxième conclusion, c'est que la cotisation syndicale ne supprime pas toute ambition de carrière. Quand j'additionne tous les profils qui me disent être fortement impliqués dans leur carrière, avec ou non présence des autres cibles, P2, 4, 6 et 8, j'ai 60% de l'échantillon. Donc vous voyez, j'ai 60% de l'échantillon des syndicalistes qui restent très attachés à l'idée de faire carrière. Et puis, dernière de ces conclusions, c'est que même si ce cas n'est pas majoritaire, donc comme je vous l'ai dit, le public le plus présent, eh bien, ce sont ceux qui sont attachés aux trois cibles. Donc rentrons dans le dur maintenant. Donc là, vous allez me haïr profondément. Sabrina, vous allez absolument regretter de m'avoir fait venir. J'en suis absolument sûr. Alors, vous allez me faire haïr parce que j'ai cru comprendre que vous n'entreteniez pas toujours fortement de très très bonnes relations avec d'autres salariés syndiqués dans d'autres confédérations. Et moi, je ne pouvais pas multiplier les traitements statistiques parce que là, vous voyez, on commence déjà à atteindre un diagramme qui est assez proche de ce que vous a présenté en début d'après-midi nos comédiens, d'accord ? C'est à peu près lisible, quoi. J'ai dû regrouper des organisations syndicales. J'ai fait une partition très brutale du monde syndical. C'est-à-dire, j'ai mis dans le... Là, je vais me faire... Vous ne me frappez pas. Hein. Prenez les formes. Donc j'ai mis ensemble les gens de la CFE-CGC, de la CFDT, de la CFTC et de l'UNSA, c'est-à-dire tout le courant que j'ai considéré comme réformiste. Il me semble quand même, avant de me faire haïr définitivement, il me semble quand même que vous êtes plus près d'eux que les organisations que moi j'ai qualifiées de plutôt radicales. CGT, FO. Sud, FO, méfions-nous, il y a un peu de tout, j'ai jamais réussi à comprendre. Bon, alors j'ai fait cette partition-là. Alors, ce qu'on observe dans ce diagramme-là, donc vous avez ici, elle est en anglais, la légende. C'est-à-dire que ici vous avez donc les réformistes que je viens de citer. Ça c'est l'ancienneté, ça c'est le sexe. Est-ce qu'il y a un mandat ou est-ce qu'il n'y a pas de mandat? Est-ce qu'il y a plus ou moins de 45 ans? Et est-ce qu'on est cadre ou est-ce qu'on n'est pas cadre? Donc vous avez là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont à chaque fois les bâtons. Ici, vous avez les 8 profils que je viens de vous décrire précédemment. Alors ce qu'on observe d'abord, c'est que les désimpliqués, ceux qui sont impliqués absolument dans rien du tout, ce sont plutôt des jeunes.
qui sont plutôt radicaux, c'est là où j'ai la plus forte présence des gens de solidaires, qui n'ont pas de mandat, 10 minutes ça va être chaud, d'accord, et sans statut cadre. Alors, à l'inverse, les triplement impliqués ici, vous avez des hommes réformistes, cadres, âgés, avec une ancienneté pas forcément très élevée. Donc certains d'entre vous devraient se reconnaître, sauf que, en fait, le plus grand nombre de cadres syndiqués, il se trouve dans le profil 5. Je suis désolé, je vais vous décevoir, mais il se trouve majoritairement dans le profil 5, c'est-à-dire des gens qui sont essentiellement attachés à leur entreprise, et finalement, à l'égard du syndicat, pas trop, même s'ils ont tous une carte syndicale. Bref, ce qui vous intéresse surtout, c'est le lien au succès de carrière. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire vite. Lien au succès de carrière, d'abord, ce qu'on observe, c'est que les 4 premiers profils. Alors, le succès de carrière, encore une fois, étant mesuré en termes d'augmentation de salaire obtenue au cours des 3 dernières années, des promotions hiérarchiques obtenues au cours des 3 dernières années, la satisfaction à l'égard des promotions hiérarchiques, la satisfaction à l'égard du salaire et la satisfaction, j'ai mis carrière, mais là ça ne devrait pas vous plaire non plus, la satisfaction, on va dire, à l'égard de la trajectoire professionnelle, donc qui explique les 5 bâtons à chaque fois qu'on a pour chacun des profils. Eh bien, ce qu'on observe ici, c'est que si vous êtes désimpliqué, si vous êtes impliqué uniquement dans votre carrière, uniquement dans votre syndicat, ou à la fois dans votre syndicat et votre carrière, eh bien, vous avez toutes les chances d'être très peu récompensé sous forme de salaire et de promotion. Et au total, vous serez globalement insatisfait de votre carrière. Par contre, pour ceux qui sont impliqués dans leur syndicat, vous voyez bien, puisque là c'est militants et syndicats dans la carrière, on a une satisfaction à l'égard de la trajectoire professionnelle. Par contre, tout le reste au niveau professionnel, on est en dessous là. Ensuite, ceux qui sont impliqués uniquement dans leur entreprise ont toutes les chances en fait de recevoir des augmentations de salaire, vous les voyez ici, un petit peu de promotion hiérarchique, mais globalement ils sont insatisfaits. C'est-à-dire que ces augmentations ne suffisent pas par rapport à leurs attentes. Et en fait, ceux qui bénéficient, qui bénéficient d'une trajectoire de carrière intéressante et qui en sont satisfaits, eh bien, ce sont les gens qui sont impliqués dans l'entreprise et la carrière, et les triples impliqués, la vraie différence tenant dans la satisfaction à l'égard de la trajectoire professionnelle. Bref, tout ça pour vous dire que votre profil d'implication, en fait, il est statistiquement, et ça on peut le démontrer, il est statistiquement associé à votre succès de carrière. Et que c'est peut-être la conclusion la plus forte, que le plus pénalisant dans votre carrière professionnelle, ça n'est pas votre engagement syndical. Le plus pénalisant, c'est le défaut d'engagement dans l'entreprise. Et donc pour s'en sortir en termes de carrière, il faut absolument maintenir et montrer un degré d'attachement fort à son entreprise. Si l'engagement syndical se fait au détriment de l'engagement dans l'entreprise, ne vous inquiétez pas, statistiquement, votre carrière sera bloquée. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, tant pis, je vais passer les résultats des enquêtes qualitatives, peu importe, c'est pas grave. Comment ? Bon, alors je vais quand même vous en parler. Alors tant pis. Mais c'est pas de ma faute, monsieur. C'est votre collègue qui m'invite à déborder. D'accord ? Donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit, 32 entretiens qualitatifs. Et ce que je vais essayer de voir, c'est comment ils font finalement ceux qui parviennent à concilier les trois. Comment est-ce qu'ils font ? Et j'ai essayé de les contraster par rapport aux gens qui sont complètement dévoués à la cause. Alors ça va vous faire plaisir parce que j'ai entendu ce langage-là, ce vocabulaire-là dans l'atelier de ce matin. D'abord, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils conçoivent la pratique syndicale de manière assez élitiste. Mais c'est eux-mêmes qui emploient ce terme-là, au sens où, de leur point de vue, seuls les meilleurs professionnels devraient accéder au mandat, c'est-à-dire s'engager réellement dans le syndicalisme. Ce matin, dans un atelier, j'ai entendu « tout le monde ne peut pas faire du syndicalisme ». C'était pas « tout le monde ne veut pas », c'était « tout le monde ne peut pas ». Ça traduit bien cette idée qu'en fait, pour les gens qui sont dans ce 8e profil, là, des triplement impliqués, un syndicaliste, il doit d'abord être exemplaire professionnellement. Quelqu'un l'a dit dans l'atelier ce matin, vous voyez que j'ai pris des notes ce matin, j'étais attentif. Quelqu'un a dit, si on veut être exigeant à l'égard de l'entreprise, il faut d'abord qu'on le soit à l'égard de nous-mêmes. Je pense que ça, c'est une vraie règle et qui peut vous être profitable en termes de carrière. Donc, finalement, c'est un engagement syndical qui repose sur à peu près l'antithèse d'un engagement qui reposerait sur une frustration-agression. D'accord ? C'est-à-dire un ressentiment à l'égard de l'entreprise, un sentiment de vengeance. Alors, ce que me disent aussi les personnes, c'est que souvent, elles pratiquent
un engagement syndical qui est un peu masqué, un peu secret, parfois avec un gentleman agreement avec leur DRH. C'est-à-dire par exemple des gens qui vont s'engager syndicalement, mais dans leur fédération, dans leur union locale, mais pas forcément dans leur entreprise. D'accord ? Et quelqu'un a dit ce matin dans l'atelier, on n'est pas toujours obligé de faire la publicité de toutes les heures qu'on consacre au syndicalisme. Ben, je crois que ça, en termes de carrière, c'est une règle aussi qu'on peut se donner. Peut-être pouvez-vous vous en parler entre vous, mais pas forcément aux non-syndiqués. Parce que ça, je ne suis pas sûr que ça soit gagnant en termes de carrière. Et puis, ce qu'ils me disent aussi, c'est ces gens-là, en fait, opèrent des transferts de compétences. Ils font de la fertilisation croisée de compétences. C'est-à-dire qu'ils vont faire profiter leur activité professionnelle des compétences acquises dans le monde syndical et inversement. Et puis enfin, dernier élément, c'est la conclusion aussi forte qui ressort, c'est qu'elles exploitent aussi toute la richesse du double réseau relationnel qu'elles ont. C'est-à-dire à la fois le réseau syndical et le réseau professionnel, et parfois, d'ailleurs le terme a été employé ce matin, avec un double réseau de mentoring. C'est-à-dire des mentors à la fois professionnels et syndicaux, et parfois des réseaux qui d'ailleurs ignorent l'existence, qui sont complètement compartimentés, qui ignorent l'existence de l'autre. Alors j'ai vu aussi deux alternatives à ça, mais qui sont un petit peu différentes parce que ce sont des gens qui ne vont pas faire les trois en même temps. C'est-à-dire qu'ils font des décalages temporaires. Donc vous avez des gens qui s'impliquent fortement dans le syndicat, mais en tant que parenthèse dans leur parcours. Et ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle, nous, une carrière plutôt nomade. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager très fortement un moment dans leur parcours syndicalement, et ensuite, ils vont partir faire leur carrière en fait, dans une autre entreprise parce qu'ils sont trop marqués socialement ici. Et vous avez un autre profil qui sont des gens qui en fait s'impliquent syndicalement, mais une fois leurs objectifs de carrière atteints. D'accord ? Ils estiment avoir atteint leur objectif de carrière, et ensuite ils vont s'engager fortement syndicalement, non pas encore une fois pour faire sauter l'entreprise, mais pour faire valoir un autre mode de fonctionnement de l'entreprise. Il me reste encore un petit peu de temps. Oui ? Ah bah alors c'est très bien. Alors quelle conclusion on peut tirer de tout ça ? Alors je voudrais tirer une conclusion du point de vue de l'individu, et peut-être du point de vue des organisations syndicales. Alors, du point de vue de l'individu, il y a une conclusion qui, moi, plaide pour le dialogue social que je trouve assez réjouissante, c'est qu'en fait, il serait réducteur de considérer que l'adhésion syndicale signifie forcément désintérêt pour l'entreprise et abandon de toute forme de progression professionnelle. C'est-à-dire que je reprends aussi une expression de l'atelier ce matin, la défense des autres, ça peut aussi être parfois un ascenseur social. Donc, globalement, vous pouvez rassurer les personnes qui seraient intéressées par le syndicalisme, mais qui se disent « Ah, est-ce que je ne vais pas ruiner ma carrière ?» Eh bien, c'est possible de concilier l'ensemble. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que le profil d'implication est associé au succès de carrière ? Alors, moi, j'interprète ça comme ça, parce qu'en fait, votre profil d'implication, c'est un très, très puissant marqueur social. C'est-à-dire qu'au travers du profil d'implication, en fait, ce que vous jouez là, ce que vous développez là, c'est votre stratégie d'image. Nous, dans notre langage universitaire, une stratégie d'image, c'est en fait le processus que vous allez développer pour gérer l'image que vous laissez dans l'esprit des autres. D'accord ? Eh bien, en envoyant comme image que vous êtes impliqué dans les 3 cibles, vous préservez vos chances de succès de carrière. Parce que, en fait, ce que vous développez là, c'est que vous allez miser sur une stratégie d'exemplarité. Je suis très attaché à mon entreprise, je suis très attaché à ma carrière et à mon syndicat. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Et là, les chances de carrière sont nettement plus importantes. Et ça fonctionne manifestement beaucoup mieux qu'une stratégie d'intimidation qui serait un engagement syndical pur et dur, dévoué à la cause. De toute façon, je vais tous leur en faire baver. Manifestement, ça, en termes de carrière, ça ne fonctionne absolument pas. Au même titre que l'autopromotion, c'est-à-dire le type qui est uniquement engagé dans sa carrière, presque d'un point de vue égoïste. Statistiquement, ça ne fonctionne pas non plus. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est très très exigeant. On en a parlé ce matin. Quelqu'un a dit ce matin, moi, ma vie, c'est 70% pour mon métier, 70% pour le syndicat et 20% pour la famille. Bon, ça fait quand même 120% pour une seule personne. Sur de frêles épaules, ça peut être assez impressionnant. En même temps, cette même personne a dit ensuite, mais en même temps, j'ai 3 familles. J'ai le syndicat, j'ai l'entreprise et j'ai ma vie privée, ma famille privée, et je peux m'appuyer sur les 3 pour faire carrière. Donc, finalement, ça doit être à peu près jouable. Mais ce que je veux vous dire,
c'est que cette stratégie d'image, on le sait bien, ça a été mesuré aussi statistiquement, ça, elle est essentielle dans ce qu'on appelle les climats politiques. Et vous êtes, alors pas politique au sens droite-gauche, mais vous êtes précisément en tant que salarié syndiqué dans un climat politique. Un climat politique, c'est quand finalement votre autorité hiérarchique, votre supérieur hiérarchique, a bien du mal à évaluer votre performance professionnelle. Et précisément parce que vous avez des heures de délégation, parce que vous avez des invisibilités temporaires, votre performance, elle est difficile à évaluer. Et on ne peut pas, en fait, on ne parvient pas à évaluer en fait toute votre contribution à l'entreprise. Eh bien, quand on est dans ces cas-là, ce qui est déterminant au regard de la carrière, c'est précisément l'image que vous laissez dans l'esprit des autres. Et donc, la stratégie d'image, en termes de triple implication, elle est essentielle. Et puis, je voudrais finir là-dessus. Alors là, je vais m'adresser plus particulièrement à Sabrina et Joël. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça quand on est organisation syndicale ? À mon sens, je pense que les organisations syndicales, et je ne parle pas uniquement à destination du SNIA, mais ça doit être un peu mon côté d'universitaire indépendant, œcuménique, et je parle à toutes les organisations syndicales, bref. C'est certainement que les organisations syndicales auraient intérêt à montrer aussi leur reconnaissance à l'égard de leurs adhérents, en se souciant de leur avenir professionnel. C'est-à-dire que trop souvent, à mon sens, trop souvent, alors peut-être pas au SNIA, j'en sais rien, je connais mal votre vie, mais trop souvent, cette question de la carrière professionnelle, elle est en tout cas ressentie par les adhérents comme une question strictement personnelle. Alors je reste persuadé qu'à partir du moment où la personne a adhéré au syndicat, ça n'est plus strictement une carrière personnelle. Alors on pourrait imaginer des choses. Et j'ai entendu ce matin qu'il y avait déjà un certain nombre d'innovations qui avaient été mises en place. Alors je suis désolé, j'allais dire vos amis, mais non, vos cousins, enfin je ne sais pas, les autres, vos collègues, voilà, ont essayé aussi, pour certains d'entre eux, d'expérimenter certaines choses. Par exemple, ça pourrait passer par, un bilan de compétences. Avec un autre élément qui me semble absolument essentiel, parce que ça, je le vois beaucoup, Sabrina, faites ça s'il vous plaît, c'est une aide à l'oubli sur Internet. Parce que quelqu'un qui s'est engagé très longtemps syndicalement, je peux vous assurer que le recruteur suivant, il n'a qu'à taper son nom et son prénom sur Google, et tout le parcours va défiler. Et là, ça se complique terriblement pour lui. Donc moi, je plaide pour mettre en place un droit à l'oubli sur Internet. Non pas que ça soit une honte d'avoir été syndiqué, mais j'en forme suffisamment, je connais aussi les réactions des recruteurs par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc je pense qu'il y a une aide au bilan de compétences, il y a une aide à l'oubli sur Internet à mener. Il y a aussi certainement une aide au montage des dossiers de VAE, c'est-à-dire de valorisation de l'expérience. Je vais vous citer une liste bien sûr non exhaustive, mais de compétences qu'on acquiert dans le monde syndical et qui sont tout à fait transférables dans une carrière professionnelle. Je vous l'ai dit, la connaissance de l'environnement et du mode de fonctionnement de l'entreprise, mais aussi la capacité à manager une équipe, à fédérer des énergies, à animer des réunions, la connaissance du droit du travail, la gestion des conflits, la négociation, le management de projet, l'intrapreneuriat, la prise de parole en public, le dialogue de haut niveau, la capacité d'écoute, le montage écrit de dossiers complexes, mais aussi des qualités personnelles comme l'assertivité, l'enthousiasme, l'investissement, le courage, la conviction, etc. Tout ça, ce sont des compétences en fait qui peuvent être valorisées dans un cadre de carrière professionnelle et qu'on acquiert aussi, à mon sens, dans le cadre syndical. Alors une fois ça pourrait aussi passer par l'aide au montage de dossiers de financement de formation professionnelle pour ceux qui voudraient sortir du monde syndical et puis aller vers d'autres aventures. Et pourquoi pas aussi une aide au retour à l'emploi par la connexion en fait de tous les réseaux que vous avez chacun dans vos carnets d'adresses. Alors pour terminer très rapidement, j'y vois à titre personnel deux freins, ce genre d'initiative qui à mon sens, pour que ça ait réellement du sens, ça va encore vous faire hurler, mais qui n'aurait de sens qu'au travers d'initiatives interprofessionnelles, parce que c'est très lourd à monter et que ça a tout un tas de présupposés. Mais d'abord, un besoin d'anticipation des fins de mandat, parce que mettre tout ça en place, c'est au moins 2 ans, si on veut réellement monter tous ces dossiers-là. Et puis deuxièmement, une lutte contre des stéréotypes, mais des stéréotypes internes aux organisations syndicales. Parce que parfois, avouer qu'on veut se retirer, qu'on veut
se mettent un peu en retrait de mandat. Ça peut être très mal perçu dans une organisation. Parfois, ça peut être perçu comme une trahison. Ça peut générer, jusqu'à l'échéance du retrait, quelques problèmes de leadership dans le monde syndical. Et donc, peut-être qu'il faudrait lutter, c'est une idée que je vous soumets, peut-être lutter contre ce genre de stéréotypes en évoquant, dès la prise de mandat, dès le départ, c'est-à-dire dans la formation syndicale initiale, aussi la question de la fin du mandat. Et surtout pour les jeunes générations, qui sont plutôt des jeunes générations zapping, c'est-à-dire qui ne conçoivent pas l'idée d'engagement sur une vie entière. Je pense qu'il y a, alors bien sûr tout cela mériterait d'être creusé, etc., d'être réfléchi, mais je pense qu'il y a quelques pistes qui pourraient être, à mon avis, intéressantes pour, encore une fois, pour ne pas tomber dans une situation où le dialogue social s'épuise faute de combattants, tout simplement. Voilà, je voudrais, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre attention, et puis surtout remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé, même si c'est un peu fastidieux parfois, aux enquêtes que je diffuse sur Internet, et vous pourrez attester que je respecte ma promesse d'anonymat total. Je n'ai pas mis un nom derrière chacun des résultats que je vous ai présentés. Voilà, merci beaucoup, je suis ouvert à tout le monde. Bravo.